Écoutez, ça date du Moyen-Âge. Hein. C'est comment la Sainte Vierge, normalement, qui avait eu la peste ou à Machaparène et qu'elle a sauvé Valenciennes. Tous les habitants de la ville de Valenciennes connaissent cette histoire, ou cette légende. Nous sommes en 1008. La peste et son cortège de victimes menacent la cité. Au milieu d'une nuit de septembre, la Vierge Marie apparut au peuple et laissa tomber un filet autour de la ville. Le lendemain, les habitants organisèrent une procession suivant le tracé du Saint-Cordon. Et la peste cessa. Les Valenciennois firent serment de recommencer chaque année, à la même date. C'était il y a 1000 ans. C'est une aventure. Une procession comme ça, c'est une aventure, mais c'est une aventure pas seulement à travers l'espace, c'est à travers le temps. Ah, moi, ça, alors là, ça me paraît absolument unique dans l'histoire de notre pays. Cette fidélité-là de 1000 ans, je n'en vois pas d'aussi forte que celle-là. Moi, j'ai un jardin, quand la Vierge passe, je mets toujours des fleurs. Jamais le maire de Valenciennes n'aurait osé interdire la procession du Saint-Cordon. Ben oui, parce que je crois que la tradition, elle est plantée dans la ville, c'est-à-dire qu'elle est enracinée dans les gens. Et c'est pas fréquent que l'on puisse trouver ça dans une autre ville de France. Ce tour du Saint-Cordon est donc un événement unique. Mais que s'est-il réellement passé à Valenciennes il y a 1000 ans? Où et à qui est apparue la Vierge la première fois? Qui, entre échevins et religieux, a entretenu la mémoire du Saint-Cordon pendant 10 siècles? Quels ont été les rites et mises en scène de la procession? Comment a-t-elle traversé les soubresauts de l'histoire? Entre foi et légende, mystère et faits historiques. Pour un historien, vous savez, ça pose quand même un drôle de problème. Donc un événement qui est censé s'être passé en 1008, puisque c'est la date qui est affichée, le premier récit que l'on ait trouvé, que l'on puisse lire, illustré de la première image, ce qui est encore beaucoup plus surprenant, est daté très précisément de 1553. Il y a 500 ans, par rapport au premier récit écrit, au récit imprimé. Mais ce récit imprimé se présente lui-même comme étant la mise par écrit d'une tradition orale. Les historiens qui ont laissé ces livres, ils sont 3 au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, ces historiens disent « je ne fais que retranscrire ce que les Valenciennois se transmettent de génération en génération par oral ». Le premier récit, conservé à la bibliothèque de Douai, est donc signé par Vicard en 1553. Mais l'on sait qu'en 1347, les contes de la ville commencent un 8 septembre, jour de la procession. Plus de 200 ans entre ces deux dates. Vers 1250, au temps du comte Guillaume le Bon, un règlement évoque, lui, le chemin de la procession. Et c'est encore près de 100 ans de retrouver. Le fameux tour du Saint-Cordon est donc attesté par des textes dès le XIIIe siècle. Son existence au XIe siècle ne pose donc pas de problème majeur à l'historien. Mais ce n'est qu'un mystère levé. Il y en a d'autres. Le fameux cordon dont Marie entoure la Vierge, est-ce qu'il était de couleur rouge? Eh bien, en recontrôlant, en confrontant tous les textes du XVIIe siècle, on voit très bien que c'est Simon le Bouc, que tout le monde connaît à Valenciennes, qui a tout simplement inventé la couleur rouge. Parce que les textes précédents ne donnent jamais, et ils disent bien, on ignore la couleur du cordon. Mais lui, il dit elle est rouge. Quant à dire est-ce que c'est historique, est-ce qu'on peut prouver les choses, soyons clairs, on ne peut pas, à l'heure actuelle, donner de preuves formelles de l'existence de ce miracle en l'an 1008. On ne peut pas remonter au-delà du XIIIe siècle, on ne peut pas aller plus haut. Mais la tradition transmise de génération en génération, tradition orale puis tradition écrite, le dit. Alors pourquoi ne pas y croire? Il est une commune à côté de Valenciennes, et c'est peut-être là, à Mains, que la Vierge serait apparue.
Nous sommes au hameau de Fontenelle, au pied d'une source. Cette chapelle veut être un témoignage du miracle. Mais il est d'autres sources aux alentours, et les érudits se posent encore et toujours des questions. Les historiens pensent quand même qu'un autre lieu est possible, c'est le long du chemin de Valenciennes, ce grand chemin qui allait de Valenciennes à Cambrai jusqu'au XVIIe siècle. Près de ce chemin, une source qui s'appelle la Fontaine à Trois Pierres. Je pense que si quelqu'un voulait s'installer, planter son bâton et prêcher la bonne parole, il aurait peut-être choisi cet endroit-là. Ce quelqu'un serait donc un ermite, un pieux laïc, et pas un homme d'église. Il vit en lisière de la ville, et ce n'est pas un hasard. Il semble bien que l'existence de cet ermite, Bertholin, ça c'est un nom qui lui a été donné plus tard, mais l'existence de cet ermite n'est pas, on ne peut pas la mettre en doute totalement. Ermite, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire quelqu'un qui vit un peu à l'écart, ça peut être quelqu'un qui a un profil un peu monastique, qui va de ville en ville, de région en région pour annoncer l'évangile et essayer de convertir autour de lui. Ça peut être aussi, et c'est possible, quelqu'un qui se tient au bord d'une rivière et qui aide les voyageurs à franchir la rivière. C'est un passeur. Le 31 août 1008, Bertholin aurait vu la Vierge. Elle demande aux Valenciennois jeûne et prière. C'est un appel à la conversion. Ils consentirent. C'est l'une des 5000 apparitions connues de la Vierge dans ce Moyen-Âge naissant. 8 jours plus tard, le peuple de Valenciennes, réuni sur les murailles de la ville, vit la Vierge et les anges dessiner avec le cordon de nouvelles limites à la ville. La peste cessa à l'intérieur du tracé. C'est une nouvelle enceinte de la ville qui se forme. Généralement, une apparition, c'est une personne qui voit l'apparition. Là, d'après le récit, c'est des milliers de personnes. À l'époque, c'est inimaginable. Si tel fut pourtant le cas, cela renforce le caractère hors du commun de cette apparition de la Vierge et de la dévotion mariale de la cité. Ce n'est pas effectivement la seule apparition, ce n'est pas le seul cas où une ville se réclame de la protection mariale. On a par exemple la grande procession de Tournai, juste à côté, qui présente des similitudes presque troublantes pour certains, à tel point que certains se demandent si les uns n'ont pas copié sur les autres. Peut-être. Alors voilà le deuxième artisan, le deuxième grand artisan, Bruno. Et c'est Bruno qui va lire votre texte. Pour les cérémonies du millénaire, le cardinal Danels, légat du pape, ne se pose pas de questions. Il est l'invité exceptionnel d'un diocèse en fête. Donc voilà, on célèbre la messe. Après la messe, on fait une petite partie de la procession. Et on va jusqu'à un endroit où la Vierge change de manteau. Elle a son manteau de ville, elle a son manteau de campagne. Et à cet endroit-là, nous, on ira prendre un café avec le maire et les conseillers municipaux. Monsieur le cardinal, tous les Valenciennois, tous les diocésains de Cambrai vous accueillent de tout leur cœur de ch'ti. Tout juste après le concile, on était un peu sceptique pour ces dévotions populaires. Mais pour le moment, on commence à se rendre compte que c'est profondément ancré dans l'âme du peuple. Et le peuple ne pratique pas sa religion par sa tête, mais par ses pieds et ses mains. Donc il marche. Chant religieux en ville, en fidélité à la promesse des magistrats du Moyen-Âge. C'est toute la singularité du Saint-Cordon qui s'exprime. C'était l'engagement des échevins de l'époque de faire ce vœu et de remplir ce vœu. Alors voilà, on a continué à remplir le devoir des échevins. Et ça me frappe. Ça me frappe. Que ce soit la municipalité qui ait choisi ça il y a 1000 ans. Voilà, c'est une cité qui voulait à tout prix se faire valoir, s'imposer au monde de son temps, et qui, n'ayant pas de référence extraordinaire, a calqué ses manifestations sur celles de l'Église.
Eh bien, la municipalité de Valenciennes, on appelait ça le magistrat, mais c'est la municipalité de Valenciennes, a décidé de faire une procession, qui était le moyen de montrer ce qu'était la ville. C'était un rassemblement de toute la ville, de toutes les structures, de tous les corps constitués de la ville. Tu es avec moi à la rentrée à l'Immaculée. Ouais. Et il va falloir que tu sois là au sas parce qu'il va falloir faire la police, la gendarme, parce que c'est là que le gros point du Tour Saint-Cordon, c'est au niveau de l'Immaculée. Hein. C'est le plus délicat. Alors, de la fermeté dans le doigté. Nous sommes issus du vœu du magistrat qui a prononcé ce vœu en l'an 1008, et donc nous perpétuons cette tradition depuis 1000 ans. Nous avons cette grande chance aujourd'hui de la perpétuer. Je crois que les royers, les membres de la confrérie des royers sont d'abord des gens qui ont conscience d'être un petit peu gardiens de la mémoire. Ils ont la mémoire de ce qui s'est passé dans les siècles antérieurs. Ils se sentent un peu responsables de la pérennité de cette procession du Saint-Cordon. Et ils veillent à ce que cette procession reste ce qu'elle doit être, c'est-à-dire avant tout un événement religieux catholique. Ils évitent les dérives folklore ou commercialisation ou autres, qui menacent toujours un événement populaire. Ça, c'est une première caractéristique, la mémoire. La deuxième caractéristique, c'est que on ne manipule pas une statue qui pèse plus d'un quintal n'importe comment, et les royers ont tout à fait conscience de ces aspects, je dirais, de sécurité et d'avoir à veiller sur les conditions matérielles de la procession. D'après la tradition, dès l'an 1012, cette confrérie fut instituée pour garder le souvenir du miracle. Pieds nus et vêtus d'une robe ample, rayée, d'où leur nom, ils gardaient la chasse, munis d'un bâton garni de buis. Si leur costume a évolué, ils portent toujours brassard et cravate rayée. C'est à eux qu'on doit la statue de la Vierge créée après les troubles de la Révolution. D'autres confréries, comme celle des Damoiseaux, n'ont pas résisté à l'usure du temps. Alors pour devenir royer, non, il faut 2 parrains dans la confrérie. Il y a une petite cérémonie devant la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon où on nous remet le bâton avec le buis qui est un des symboles, la cravate des royers et surtout le symbole de la médaille qui montre l'appartenance aux 40 actifs. Alors petite cérémonie devant les confrères avec les parrains et où on promet une certaine fidélité à la confrérie et notamment d'être là tous les ans pour le fameux tour du Saint-Cordon. Tiens. Merci. Oh là là, ils sont formidables dans le quartier. 43 ans de service, au service de Notre-Dame Saint-Cordon, dans la confrérie une et indivisible, et à qui nous devons le respect à nos prêtres. Ça, c'est très important. On a beaucoup de respect pour la statue de Notre-Dame, c'est certain. Mais on l'aime, on la respecte, on la bichonne. Ah oui, et personne n'osera y toucher, à part ceux qui sont attitrés. Nous, les royers. La procession du Saint-Cordon a toujours concerné un périmètre très précis qui ne dépasse guère 10 km autour de Valenciennes. Vraisemblablement, l'itinéraire a dû évoluer puisque la topographie de la ville, la géographie a évolué. Mais ce qui reste, ce qui se maintient, c'est le tracé circulaire. L'idée de faire le tour. Alors d'ailleurs, on dit bien faire le tour. Quand on dit faire le tour, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Jusqu'à la Révolution française, on faisait une procession sans statut. On sortait une chasse, c'est-à-dire ce que l'on appelait vulgairement une caisse, qu'on avait bien décorée. Bon,
dans lequel il y avait des souvenirs que l'on attachait d'importance et qui, pour les gens, étaient un peu une sorte des objets témoins. Il y avait notamment ce fameux cordon que jamais personne n'a vu, on ne sait pas comment il était, parce que même Fénelon n'a pas voulu le regarder, il n'a pas voulu qu'on ouvre la chasse pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, donc on ne sait pas. Il y avait des ossements de saints, et les saints vont faciliter un petit peu ça, parce que les saints, on a leurs ossements. Alors on avait été ramasser tous les ossements de saints qui pouvaient traîner, on a vidé les catacombes romaines, vous savez très bien, on a ramassé un petit peu n'importe quoi, puis on a rempli des caisses et des caisses. Bon, on présentait, mais c'était des preuves. La procession qui était le rassemblement de tous les corps constitués, c'est-à-dire il y avait les autorités religieuses, c'est-à-dire les abbés des grandes abbayes, l'archevêque de Cambrai lorsqu'il était présent, puis ensuite il y avait le corps constitué du magistrat, c'est-à-dire le mailleur, le prévôt, on lui donne le titre de prévôt, le maire s'appelait le prévôt, avec les échevins, c'était eux, les grands patrons, c'était eux qui présidaient la cérémonie. La partie proprement religieuse de la procession, c'est-à-dire le fait de faire le tour de la ville en portant la relique du Saint-Cordon, c'était l'affaire de quelques-uns. C'était la confrérie des Royers plus quelques fidèles qui faisaient ce tour. Le reste de la population, y compris le clergé, faisait réjouissance en attendant la fin de la procession. Donc il y avait un aspect religieux, incontestable, il y avait aussi un aspect populaire et festif très marqué, les deux se mélangeant joyeusement, ce qui est tout à fait conforme à la mentalité de l'époque. Les jésuites, dès la fin du XVIIe siècle, profitèrent du tour du Saint-Cordon pour évangéliser le peuple. Au risque du folklore. Sur des chars richement décorés, des scènes de la Bible étaient représentées. Et petit à petit, c'est sur cette tendance de chars qui vont être des animations qui petit à petit vont donner, pour en parler dans le langage contemporain, vont prendre l'allure d'un carnaval d'été. Mais même si c'est du folklore, vous savez, moi je connais beaucoup de gens de Valenciennes, mais qui sont au bord des larmes lorsqu'ils entendent la fanfare d'Aspres déboucher sur la place d'Armes avec l'air que tout le monde connaît par cœur. Hein. Et je suis très heureux de voir, monsieur le maire et tous les conseillers municipaux, porter la statue de Marie pendant les premiers kilomètres du Petit Tour. Je trouve que ça a beaucoup de sens. L'illustration de la tradition, elle est précisément dans cet accord entre l'évêque et le magistrat. Voilà. Il est important, alors que le maire Escalité soit là. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu l'as monté, tu l'as en haut. 8 heures du matin, avec les Royers. Dans l'intimité de la basilique Notre-Dame, le tour du Saint-Cordon commence déjà. Le rite est immuable. En tenue de ville, Notre-Dame du Saint-Cordon s'apprête à faire le petit tour. Selon un usage très ancien, un parcours à l'intérieur du tracé des anciennes fortifications. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Vers 11 heures, il est bientôt temps d'aborder le grand tour en tenue de campagne. 14 kilomètres autour de la ville, où les marcheurs mettent leurs pas dans ceux de leurs ancêtres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Alors là, la Vierge, c'est pour les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, puis pour les bébés, la bénédiction, la visite de la procession. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Ça, c'est Antoine. C'est Antoine. Voilà. Sophia. Sophia, ça veut dire la sagesse, c'est la maman. Il y a un ami qui est français, qui habite dans Valenciennes, qui nous dit la tradition. On a descendu pour voir la Vierge et très content. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'ai l'habitude, tous les ans, je la porte. Et pourquoi? Parce que je viens tous les ans, j'ai travaillé à la maternité et je la porterai tout le temps. C'est un symbole. Oui, toujours, tout le temps. Ça vous amène quoi? Réconfort. Chaque année, on la bénit, on la protège du mieux qu'on peut. Il y aura les temps troublés de la Réforme dans une ville qui adhère aux idées nouvelles. Il y aura la conquête de Louis XIV et tant d'autres guerres. Le tour du Saint-Cordon sera bousculé, mais jamais anéanti. Jusqu'à la Révolution. Là, on perd sa trace. Toutes les églises de Valenciennes furent pillées ou détruites. Ce n'est que lorsque, sous le consulat, on a rétabli le culte, avec le concordat, que l'Église a repris ce qui était quand même profondément ancré dans l'esprit, dans la mentalité des gens, et a fait de cette procession civique une procession purement religieuse, la manifestation d'une dévotion mariale. Bon, au XIXe siècle, c'est vrai, lorsque la procession a été rétablie à Valenciennes après le Concordat de Napoléon, il y a peut-être un petit peu plus de distinction entre le civil et le religieux. Ça commence à se distinguer, mais ça n'est pas encore séparé. Et même à l'heure actuelle, nous voyons bien qu'il n'y a pas une séparation totale. Il y a des interférences, il y a une communication entre les réalités civiles et les réalités religieuses. En 1864, le style gothique est choisi pour la nouvelle église érigée au rang de basilique en 1922. En 1897, le pape Léon XIII accorde le couronnement à la Vierge, la patronne de la ville. Une délégation valenciennoise est reçue à Rome. Puis c'est le 900e anniversaire. Toute la ville est en fête. On est en 1908. La séparation de l'Église et de l'État n'est pourtant pas loin. Jamais le maire de Valenciennes n'aurait osé interdire la procession du Saint-Cordon. C'est arrivé une seule fois, après la guerre 14. Il y a eu une offensive là, un petit peu anticléricale dans les années 1926-1927, et c'était la gauche de l'époque qui avait réussi enfin à s'emparer de cette municipalité bourgeoise qui était Valenciennes. Alors, décision du maire, qui n'était pas un Valenciennois, alors là, évidemment, ça explique tout, il a décidé de supprimer la procession du Saint-Cordon. Immédiatement, recours au Conseil d'État, qui a annulé l'arrêté du maire, seulement avant que ça se mette en route. Il y a eu des manifestations en ville, et la presse locale en est témoin, tout ça mené par les cafetiers de Valenciennes, parce que c'était leur gagne-pain qui disparaissait. Mais il y avait ça, c'est un petit peu le prétexte, mais tout le monde a ressenti comme un véritable affront. Je pense qu'elle a été virtuellement ininterrompue, parce qu'elle s'est faite très officiellement la plupart du temps, et de manière clandestine, si je puis dire, pour une procession, mais c'est passé par petits groupes, quand il y avait des interdictions. Il y en a eu très peu. Quand on ne pouvait pas faire la procession à l'extérieur, eh bien, il s'est trouvé deux choses. C'est que, d'une part, on faisait une procession dans la basilique elle-même, et puis un certain nombre de Valenciennois faisaient la procession par petits groupes de 2 ou 3, clandestinement, dans les jours de septembre, voisins de la date traditionnelle. Et on a des témoignages de gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui nous disent, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait le tour du Saint-Cordon tout seul, ou à 2, ou à 3. Il y a des passages qui surprennent un petit peu.
des gens qui parlent, qui téléphonent au milieu des prières. Enfin, ça fait... c'est étrange comme ambiance. Non, mais c'est bien, j'aime bien. Merci, bon après-midi. Nous confions à la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Moi j'ai un jardin, et quand la Vierge passe, je mets toujours des fleurs. C'est parce que c'est une tradition. Le Tour Saint-Cordon passe ici, mais tout le monde le fait, toutes les maisons sont décorées, c'est normal. On nettoie les carreaux, on met les beaux rideaux, on met les fleurs, on décore, et puis c'est tout. Et puis quand elle est passée, on remballe tout, puis on s'est dit l'année prochaine on ressort tout, et tout va bien. Ça représente tout, ça représente la joie dans la famille, et puis ça donne chaud au cœur quelque part. Nous sommes toujours contents de venir ici sous les platanes avec nos amis du quartier de la Briquette. On est salués tous. Il y a parmi eux un pèlerin qui fait le pèlerinage de Notre-Dame du Saint-Cordon depuis 1935. Quand tu as une bonne joie comme ça, il faut pleurer, il faut rire en même temps. Il faut y croire aussi. Il est environ 16 heures. La procession circulaire revient à son point de départ. C'est la rentrée en ville. Juste le temps de revêtir un manteau de fête pour partager la liesse de toute une cité. Très belle, très belle. Et en plus, quand on sait qu'elle protège le peuple de Valenciennes, donc on est sûr que quand on est avec elle, on est protégé. Et de plus en plus de chrétiens fervents, et voilà. Il y en a de moins en moins. Non, regardez toute la foule qu'il y a aujourd'hui. Ah non. Et s'ils ne sont pas chrétiens fervents à pratiquer tous les dimanches, au moins ils le sont dans le cœur, une fois par an au moins. Le tour du Saint-Cordon est entré de plein pied dans le XXIe siècle. Les mystères du passé presque éclaircis, la foi populaire est toujours bien vivante. Cette procession millénaire, toujours pareille, toujours différente, s'affirme aujourd'hui comme un événement qui dépasse largement les frontières de Valenciennes. Cette procession a toujours exprimé la modernité de la ville. Je pense qu'au Moyen-Âge, c'était une procession médiévale. Au XIXe siècle, elle était saint-sulpicienne, comme au début du XXe, et maintenant elle est dans la modernité actuelle. Elle change d'allure et d'aspect au fil des siècles. Elle s'adapte à la vie. Si cette statue-là pouvait parler. On sait très bien que c'est une statue, que c'est la représentation de Notre-Dame. Mais elle reçoit tellement de prières que Notre-Dame qui nous regarde en haut,